Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais, ça fait longtemps que j'y ai tourné, j'en suis vraiment désolée, mais je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'inaugure plein de nouvelles choses, un nouveau décor, un nouvel emplacement dans le bureau, une nouvelle caméra, des nouvelles lumières, je ne sais absolument pas ce que tout ça va donner. Donc pardonnez-moi si c'est pas de la bonne qualité comme j'essaye de faire à chaque fois. Je fais mon possible, il y aura quelques réglages à faire je pense. Alors pour cette vidéo de retour, on va dire que je vais vous présenter mes lectures de janvier, voire décembre, fin décembre, début janvier. Mon retour dans la caméra est minuscule, j'espère que je ne vais pas ressortir trop rose au niveau du rendu final. Si c'est le cas, désolé. Et on commence avec une très agréable surprise de décembre. Il s'agit du Silence des Repentis. C'est le seul poche. En ce moment, je suis assez grand format. J'ai pas la patience d'attendre qu'il sorte en poche. Le Silence des Repentis, ça a été une surprise totale, comme je viens de le dire, parce que c'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire ou vers lequel j'ai l'habitude de me tourner. Et je l'ai vu passer 2-3 fois sur Bookstagram, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, on tente, on essaie de sortir un petit peu de sa zone de confort, qui est les thrillers, et on va aller grappiller quelques lectures ailleurs. Ça a été une très bonne lecture. Je vous fais le speech, je vous explique un petit peu après ce qui m'a plu. Ici, on suit Cooper. Cooper, c'est un homme qui vit totalement reclus dans les Appalaches, au fin fond d'une forêt, dans une cabane sans modernité. Pas de télé, pas de téléphone, rien du tout. Il a juste une cuisinière à bois, vie très très rustique. Et il vit avec sa fille de 8 ans qui s'appelle Finch. Il vit de ce qu'il fait pousser sur sa terre, de la chasse. Il fait très attention à ses ressources. Il n'est pas tout seul quand même, il n'est pas entièrement coupé du monde extérieur, dans le sens où il a un voisin assez étrange qui a l'air de veiller sur lui. Et il a aussi un ami qui s'appelle Jack, qui vient une fois par an le ravitailler avec des petites choses du monde extérieur nécessaires. Sauf qu'un hiver, Jack ne vient pas. Et c'est cet hiver-là qu'on va suivre. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il est parti au fin fond des Appalaches dans cette cabane pour se réfugier? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est un survivaliste pur et dur? C'est-à-dire qu'il attend une apocalypse, une guerre éventuelle? Non pour ces deux derniers points. Et oui pour le premier. En effet, Cooper a fait quelque chose. Alors, on suit au niveau de l'intrigue son point de vue. Ce qui veut dire qu'on ne saura vraiment qu'à la fin ce qu'il a fait. Il distille quand même 2-3 indices dans ses paroles, mais ça va être un roman que je vais qualifier de très contemplatif, dans le sens où on le suit dans sa vie de tous les jours, dans sa survie même de tous les jours, où à chaque fois qu'il se réveille le matin, il se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour ne pas gâcher les ressources que j'ai en ce moment, surtout qu'on est en plein hiver ?» dans la neige. Cooper, c'est un homme très stressé, c'est un homme qui est très marqué par la vie, c'est un ancien soldat, donc on sent que ses expériences l'ont profondément touché, mais c'est un homme aussi qui va de l'avant, et ce qui le rend particulièrement humain, c'est qu'il se pose beaucoup de questions vis-à-vis de sa fille. Parce que Finch, elle a 8 ans, elle commence à grandir, elle commence à se rendre compte que la situation qu'elle vit, elle n'est pas forcément très normale, et elle a envie d'autre chose, elle a envie d'ailleurs, elle a envie de regarder le monde qui l'entoure, elle pose beaucoup de questions à Cooper, qui lui essaye de se dépatouiller pour lui répondre, en se doutant bien qu'à un moment donné, elle va devoir partir, elle va devoir vivre sa vie, mais il n'est pas encore prêt, et c'est surtout qu'il n'a qu'une peur, c'est d'être retrouvé. Ce livre, il est à lire si vous aimez les intrigues dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose. La tension n'est pas tellement présente. L'explication finale m'a bien plu. Donc sincèrement, c'est une bonne surprise. On continue notre découverte des romans lus en décembre et janvier avec Telle mère, telle fille, qui est cette fois-ci un thriller domestique. Alors là, c'est plus ma partie, les thrillers domestiques. En ce moment, j'adore ça, j'en suis très friande. C'est une autrice que je connais bien, pas personnellement, mais au niveau de ses récits, Kimberly McCrae. C'est pas son meilleur. J'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas le meilleur, c'est pas celui-là que je conseillerais pour découvrir l'autrice. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques temps sur le thriller domestique pour vous présenter un petit peu le genre et vous présenter quelques autrices. Bon, clairement, j'aurais pas mis ce livre-là dedans, même si c'est un thriller domestique, parce que c'est pas le livre qui m'a le plus transcendé. Je vous fais le speech.
On suit Kate et sa fille Cléo à travers leur point de vue. Kate, c'est une femme qui a été profondément marquée par son passé, qui est avocate dans un cabinet, mais son métier, c'est pas tellement d'aller plaider à la barre, c'est plus autre chose. Je vous en dis pas plus parce que ça reste dans l'intrigue. Et Kate, elle est sympa, mais elle est un petit peu trop intrusive dans la vie de sa fille. Elle est surprotectrice. On comprend mieux pourquoi quand on connaît son passé, mais ça a tendance à pas mal gonfler Cléo. Cléo, elle étudie à l'université, loin de sa mère, et la tension entre les deux est électrique. Un jour, Cléo reçoit un texto de sa mère lui disant de venir parce qu'elle a besoin de la voir. Très bien, donc Cléo vient en renaclant parce que sa mère la saoule, parce que sa mère lui envoie plein de textos pour savoir où elle est, pour savoir si elle est bien en chemin, pour savoir si elle va bien, enfin bon, elle comprend pas tout. Ça la saoule. Elle arrive et là, sa mère a disparu. Mais pas la disparition genre... elle est partie juste de la maison. Non, non, elle trouve du sang, elle trouve le dîner en train de brûler dans le four, elle trouve l'ordinateur de sa mère, et elle découvre en fait que sa mère avait pas mal de secrets. Et là, c'est le début d'une enquête. Alors, d'une enquête personnelle, parce qu'on est dans un thriller domestique. J'avais expliqué dans ma vidéo précédente, le thriller domestique, il est vraiment mené par des personnes dont ce n'est pas le métier. Cléo, donc, va essayer de retrouver sa mère. Dans le livre, on va alterner deux points de vue. Celui de Kate, qui est donc antérieur à la disparition, qui explique tous les éléments passés, et Cléo, qui est postérieure donc à la disparition et qui va expliquer le dénouement de l'intrigue. C'est très bien mené, c'est très bien écrit. Le petit souci, c'est que l'intrigue, clairement, elle m'a pas transcendée et j'ai même trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux au niveau de la résolution. S'il n'y avait pas eu cette explication des relations mère-fille, qui est une partie très importante dans ce thriller, qui au final est très psychologique, je pense que ça m'aurait pas plu. Mais là, encore une fois, la partie psychologique m'a énormément plu. J'ai trouvé que le sujet était très bien traité. Tous ces méandres qu'on peut rencontrer entre une mère et sa fille, tous ces non-dits, toutes ces explosions, tous ces conflits qui peuvent être larvés ou non, et qui au final s'expliquent très facilement à partir du moment où il y a de la communication. C'est le secret. Cléo se rend compte en effet que la communication avec sa mère aurait été la clé de tout. Et Kate aussi se rend compte que la communication avec sa fille aurait été la clé de tout. À vouloir trop cacher les choses, on se retrouve dans des situations absolument inextricables et on se fâche avec des gens. Ça peut être dramatique, comme à l'image de ce roman. Lisez ce roman pour cette partie psychologique, lisez-la peut-être pour son intrigue qui peut vous plaire. Moi, sincèrement, le dénouement m'a déçu. Pas le roman, mais le dénouement, oui. Et venez me dire votre avis. Prochain livre, et encore une fois, je vais me répéter, mais c'est pas son meilleur. Il s'agit des Morsures du silence de Johanna Gustafsson, qui m'a plu sans plus. Je n'arrive pas à comprendre si c'est parce que je l'ai lu peut-être à une mauvaise période, dans le sens où j'étais peut-être pas prête psychologiquement à lire un thriller, ou si c'est l'intrigue que j'ai trouvé plan-plan. Je ne retiendrai pas ce livre si je pense à cette autrice. Après, sincèrement, s'il y a un tome 2, je le lirai. Je vous explique pourquoi. Déjà, on va parler un petit peu de l'intrigue. L'intrigue, elle est, somme toute, banale. Si on parle d'un thriller. On se retrouve avec des victimes qui sont retrouvées costumées avec les symboles de Sainte Lucie. Sainte Lucie, c'est une patronne qui a l'air très importante en Suède, oui parce que l'intrigue se passe en Suède, j'ai oublié de le préciser, sur une petite île près de Stockholm. Et lors du 13 décembre, elle est célébrée avec une grande cérémonie, des jeunes qui se costument en eau blanche avec une couronne de feuilles avec des bougies dedans. En cette année 2023, des victimes sont retrouvées décédées vêtues de ce costume. Et là, forcément, une enquête se déclenche. Il faut savoir que des années auparavant, le même meurtre s'était déroulé dans les mêmes conditions. Le meurtrier avait été appréhendé, mis en prison, et il a mis fin à ses jours en prison quelques semaines avant le début de l'intrigue. On va suivre deux enquêteurs. Le premier, Alex, va être l'enquêteur officiel. Il est en charge du dossier, il va mener sa barque. La deuxième, qui est une enquêtrice, s'appelle Maya. Et Maya, elle va être mandatée par la grand-mère du meurtrier pour fouiller dans le passé et essayer de découvrir des éléments. Voir si son petit-fils était vraiment ou non coupable, etc.
Les deux, donc Alex et Maya, vont se rencontrer assez vite dans l'intrigue et au final vont unir leurs forces. Petite précision sur Maya, elle est une ancienne commissaire d'Interpol qui est en congé sabbatique suite à un drame familial. Les deux personnages sont assez peu charismatiques, j'ai trouvé. Je me suis pas forcément attachée à eux. J'ai trouvé que leurs histoires personnelles sont abordées de façon assez maladroite et ça m'a beaucoup surprise de la part de l'autrice. Après, je vous dis, l'intrigue est assez classique, j'ai rien de particulier à dire dessus. Ça se lit. J'ai un peu peiné à avancer par moments. J'ai trouvé ça long, mais ça se lit. Je vous rassure, c'est un bon thriller, mais c'est pas le meilleur. Moi, ce que j'ai préféré personnellement dans ce roman, c'est l'ambiance. L'ambiance scandinave, j'en suis absolument fan. Toute cette ambiance feutrée, où on a l'impression d'être dans un espèce de cocon à chaque fois qu'on rentre dans une maison. Les détails descriptifs sont très très importants dans les romans nordiques, et ça j'adore. On a des descriptions absolument de tout, des meubles, des odeurs. Les 5 sens sont sollicités. Le mode de vie fait tout. En tout cas, il vient de sortir. Si jamais il vous tente, n'hésitez pas. Le dénouement, je vous dis, est assez classique. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça s'emboîte bien. C'est-à-dire qu'il y a des indices à droite à gauche. J'ai pas tout de suite compris où l'autrice voulait nous mener. Mais la résolution, on se dit « Ah, d'accord. Ok, je vois le lien. » Et c'est assez simple à comprendre, c'est pas alambiqué. En parlant d'intrigue alambiquée, on va aller sur un spécialiste du genre avec Jérôme Loubry et Lille. Et malheureusement, ça a été pour moi une grosse déception. Jérôme Loubry, pourtant, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais qui a tendance à faire des intrigues très retorses, très compliquées à suivre si on n'est pas concentré à 100% sur le livre, à mon avis. Au niveau du speech, on est sur un groupe d'amis qui avaient l'habitude d'aller sur l'île de Porquerolles pour louer une villa et faire la fête là-bas. Problème numéro 1, une de leurs amies malheureusement a mis fin à ses jours là-bas. Problème numéro 2, la villa en question va être vendue. Du coup, le groupe d'amis s'est dit on va aller une dernière fois dans cette villa pour rendre hommage à notre ami qui est décédé il y a des années et pour faire une sorte de dernière fête en son honneur. Manque de chance, une énorme tempête arrive, dévaste tout. Le libraire du village découvre une femme ensanglantée en plein milieu du village, qui arrive de nulle part, on ne sait pas d'où elle vient. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre les deux? Je me suis posé aussi longtemps la question, après j'ai compris. Le problème de ce roman, c'est son dénouement, que j'ai trouvé très tiré par les cheveux. C'était long. C'était long, je voyais pas très bien où l'auteur voulait en venir. Non, vraiment, je suis vraiment très embêtée de le dire parce que j'aime pas expliquer des déceptions. Je sais qu'il y a un auteur derrière qui a mis du temps, qui a mis ses tripes pour écrire et je suis vraiment navrée à chaque fois de dire que je n'ai pas aimé. Alors, bien entendu, ce n'est que mon avis. Sincèrement, lisez ce livre si vous aimez les ambiances île, tempête. Ouais, ambiance pesante quand même, hein. On n'est pas non plus sur une promenade de santé. Ça reste du Jérôme Loubry. On retrouve très bien la patte de l'auteur dans le livre, mais sincèrement, c'est pas du tout celui que je conseillerais pour découvrir cet auteur. On va terminer cette vidéo avec un dernier livre, et là par contre, j'ai adoré. J'ai déjà chroniqué un livre de cette autrice qui s'intitulait Le Chalet. Je veux bien entendu parler de Catherine Cooper, et cette fois-ci, on ne part pas à la montagne, mais on part sur la mer avec La Croisière. La Croisière, comme son nom l'indique, on est sur un bateau. Alors, un bateau, mais pas n'importe lequel, on est sur l'Imanis, qui est un bateau qui a l'air assez huppé. Il propose des croisières assez cossues, avec des suites, des spectacles, des restaurants, enfin bon, tout ce que vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Bon, moi personnellement, j'ai jamais fait de croisière, c'est pas le truc qui me tente, et après avoir lu ce livre, ça me tente pas non plus. Le cœur de l'intrigue va se situer sur la disparition d'une des danseuses vedettes du spectacle. Mais derrière, des crimes vont se perpétrer à l'intérieur du bateau. Vous avez l'intrigue dans ces très grandes lignes. Et forcément, il y a plein de petits détails qui sont très intéressants à voir. L'autrice, elle m'a littéralement baladée du début à la fin. Je n'ai pas vu la fin venir, j'ai adoré. Ça aurait pu casser, parce qu'elle est assez particulière comme fin. Mais ça a
très bien matché avec moi, et pourtant il en faut. Ça va être compliqué de vous raconter un petit peu tout sans vous spoiler. Ce qui est très appréciable déjà, quand je vous dis qu'elle nous balade de bout en bout, c'est que le premier chapitre, on ne voit pas le rapport avec la suite. Pourquoi elle nous parle de cet homme-là? Pourquoi elle débute ce roman avec cette scène-là, alors que concrètement, le reste de l'intrigue n'a aucun rapport avec. Et on comprend à la fin. J'aime bien quand j'ai genre l'illumination en plein milieu, enfin non, plutôt à la fin du roman, et je me dis ah c'était donc ça, c'est génial. Ensuite on va suivre une myriade de personnages. Si vous n'aimez pas les intrigues avec beaucoup de personnages, peut-être que ça va pas trop vous plaire. Faut suivre un petit peu qui est qui. Personnellement ça m'a pas trop gêné. Faut pas lire ce roman juste comme ça, on le prend, on le pose, on le prend, on le pose. Je pense qu'il faut vraiment se plonger dedans pour en saisir la saveur et pour en saisir vraiment toute la complexité. Toujours est-il que j'ai vraiment adoré. On ne suit pas un enquêteur particulier, on suit plein de points de vue de plein de personnages différents, mais c'est un petit peu comme les matrioshkas, quoi. Ça s'imbrique les uns aux autres. On commence à voir un fil rouge apparaître et à la fin on se dit waouh, ok, c'était ça. Merci pour ce beau final. Je peux pas vous en dire plus, c'est un peu frustrant. Mais si je vous en parle plus, je vous spoil tout. Toujours est-il que si vous aimez l'ambiance croisière, l'ambiance huis clos, j'adore les ambiances huis clos, mais seulement quand c'est bien écrit, parce que ça peut vite être très ennuyeux. L'autrice, bon, j'avais déjà vu l'ambiance huis clos avec son précédent opus qui s'intitule Le Chalet, que j'avais beaucoup aimé, que je vous conseille aussi. Je me faisais pas trop de soucis là-dessus. Je me doutais que ça allait me plaire, mais je pensais pas que ça allait autant me plaire. On n'est pas sur un coup de cœur, mais on est à ça. Hein. On est vraiment à ça du coup de cœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. J'espère que vous aussi, ça vous a fait plaisir de me revoir. Je peux pas vous promettre que je vais sortir des vidéos toutes les semaines parce que c'est impossible. Je ne sais pas, je grappille des temps à droite à gauche pour tourner. J'avais déjà tourné une vidéo précédente qui a été une catastrophe en termes de lumière, en termes de son, on n'entendait rien. J'étais un Simpson, j'étais jaune vif. Bon, donc ça m'a un petit peu, pour le coup, sans vous mentir, ça m'a un petit peu déprimée. Mais là, donc, je sors cette vidéo avec énormément de plaisir. Je suis très contente de vous retrouver. Je fais mon possible pour vous sortir très vite d'autres contenus, sachant que j'ai un projet qui me tient très à cœur, que je n'arrive pas encore à mettre en tournage par faute de temps. Parce que c'est un projet qui va me demander un petit peu de travail en amont. Je ne vais pas pouvoir juste allumer la caméra et blablater sur des livres. C'est pas le but. Donc j'en ai parlé à des proches qui m'ont beaucoup encouragée, qui m'ont dit de me lancer. J'avais des hésitations. Je ne sais absolument pas si ce futur projet vous plaira. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, moi je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à le faire. J'arrête de blablater. Merci d'être là, merci de me suivre. Vous êtes merveilleux. Bonne future lecture et je vous dis à très vite. Salut!